fera beau ce soir encore, demain et les jours qui suivront pour en profiter, peut-être pour certains d'entre vous qui nous viennent d'un peu loin et que je voudrais d'abord accueillir chaleureusement, une occasion de prolonger leur séjour ici. Le thermalisme, la naissance du tourisme moderne, c'est une thématique que vous connaissez bien, que vous avez abordée déjà, développée souvent, mais qui évolue régulièrement et qui donc bénéficie d'échanges ponctuels et fructueux, comme je n'en doute pas, vous en aurez cet après-midi. J'aurai le plaisir d'être, le modérateur de cet après-midi. J'ai malheureusement, je pense, reçu une assez bonne éducation de ma maman qui m'empêche, et de mon papa aussi, d'interrompre les gens quand ils ont la parole. Je serai peut-être, et je vous demande déjà de bien vouloir m'en excuser, forcé de le faire cet après-midi, si nous voulons profiter, je le disais, d'une partie de notre soirée. Je voudrais peut-être d'abord demander à notre hôte cet après-midi, Charles Gardier, qui est échevin de la ville de Spa et député communautaire, eh bien de vous dire un accueil un peu plus, un peu plus officiel et un peu plus formel, mais je n'en doute pas tout aussi chaleureux que celui que je vous prodigue. Charles Gardier. Merci beaucoup. Échevin, oui, député pas encore, peut-être. Mais en tout cas, beaucoup de plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui à Spa. C'est vrai que Spa est un pôle touristique majeur, non seulement en région wallonne, mais également au niveau national et international. La ville de Spa, à travers son office du tourisme, souhaite rendre à Spa son renom d'autrefois, au travers d'une politique touristique dynamique et internationale fondée sur un atout essentiel, le thermalisme. C'est donc tout naturellement que Spa s'est positionné en tant que ville fondatrice de l'Association européenne des villes thermales historiques européennes, aux côtés de villes historiques telles que Basse, Ourense, Vichy, Aquitaine ou Salsomaggiore, et beaucoup d'autres villes nous ont rejoints. Et on est très fiers évidemment de compter parmi nous Bagnères de Luchon, Budapest, Cauterets, Les Monts Dorés, Châtel-Guyon, Évian, Fiuggi, Francisco Villane, Carlo Vivari, La Bourboule, Mariansley, Lannes, Montecatini Terme, Baden-Baden, Bagné des Lucas, Chavez, Darouvar, Enghien-les-Bains, Roya-Chamalières, Chirquiriol, Varadinske, Toplice et Wiesbaden. Très fier évidemment d'être associé à ces magnifiques villes thermales historiques et d'échanger à travers de nombreuses réunions, d'échanger sur ce qu'est le thermalisme moderne. Spa possède une offre touristique large et diversifiée. Je pense que vous êtes en train de vous en rendre compte pour certains d'entre vous qui découvrent la ville, un établissement thermal moderne, un Royal Golf Club dont on dit qu'il est un des plus beaux d'Europe, un casino dont on dit aussi qu'il est le plus ancien d'Europe, un circuit automobile dont on dit aussi qu'il est un des plus beaux du monde, 5 musées, il y a également beaucoup d'attractions et de loisirs familiaux, un train touristique, un golf miniature, une plaine de jeux, un lac avec des pédalos et ses terrasses, des circuits de promenade pédestres magnifiques, des promenades historiques et cyclistes. Bref, Spa jouit d'un environnement naturel exceptionnel et préservé où l'on peut découvrir les sources d'eau qui ont fait sa renommée. Moi, je dis souvent, quand je veux résumer Spa, je dis à Spa, il y a tout sauf la mer. Et c'est pas faux. On a vraiment tout sauf la mer, même une piste de ski alpin. On est très fiers de cela. Au niveau du collège, je salue évidemment mon bourgmestre, Joseph Houssa, il y a des membres du conseil communal qui sont présents également. C'est vrai qu'on est très fiers de cela. On a également une ville d'événements où se déroulent de très beaux festivals, le Spa Tribute, les Francopholies, le Royal Festival de théâtre et également le Festival Automne Musical, pour ne citer que ceux-là. À Spa, le tourisme se porte bien. La relance thermale et touristique a porté ses fruits. On a eu le plaisir, avec Jean-Jacques Bloumers, l'administrateur délégué de l'Office du tourisme, et Isabelle Grégoire, la directrice de cet Office du tourisme, de présenter les chiffres 2013 qui nous démontraient qu'il y avait une augmentation de 10% en 5 ans des nuitées, 270 000 nuitées, 173 000 visiteurs au terme de Spa. Une fierté aussi, parce que c'est le meilleur chiffre depuis l'ouverture de ces nouveaux termes, 35 000 visiteurs dans nos musées, et également quelque chose qui nous tient fort à cœur, on a eu l'occasion de le voir hier soir, c'est l'exposition Miro qui connaît un franc succès avec plus de 12 000 visiteurs. En conclusion, le touriste est séduit par l'offre diversifiée et complète de Spa, tant en matière de loisirs que de culture, mais également par son caractère naturel et préservé, son authenticité.
Le développement touristique passe inévitablement par le renforcement de l'identité touristique de notre destination. Nous devons donner une image forte et structurée au travers de l'information que nous adressons à la clientèle. L'intérêt pour notre région doit devenir une évidence. Grâce aux travaux de l'Association européenne des villes thermales historiques, Spa reprend sa place sur la scène touristique internationale. À travers les cafés de l'Europe, dont nous vivons donc une édition à Spa, Spa remet au premier plan son héritage culturel de ville thermale historique, à l'origine du thermalisme moderne et donc du tourisme. De ces rencontres, nous devons retrouver l'esprit de confrontation pluridisciplinaire que nous connaissions au XVIIIe et au XIXe siècle, mais également nourrir notre réflexion sur la créativité européenne interculturelle. Nos travaux ont déjà d'une certaine manière commencé hier soir, et puis déjà même le jour avant, certains étaient arrivés, par des rencontres empreintes de convivialité. On apprend à se connaître, on discute beaucoup, et qui sait si les bases du thermalisme de demain n'auront pas été élaborées aux petites heures dans un café de Spa. On parlera peut-être un jour, qui sait, Michel, des accords du Majestic. Ça n'est pas impossible. Nous sommes très heureux d'accueillir à Spa, ville thermale originelle, un événement européen de cette qualité, de cette importance. Nous souhaitons aux invités nationaux et internationaux un séjour enrichissant dans notre belle cité thermale. Je vous remercie de votre attention. Merci à Charles Gardier d'avoir ouvert cet après-midi. Je voudrais demander à un autre Charles, Charles Laballu en l'occurrence, qui est le secrétaire général honoraire de la Fédération des villes thermales de Belgique, de bien vouloir également rejoindre le lutrin et le micro. Charles Laballu, qui est un personnage important, mais chacun d'entre vous le connaît, je pense, du thermalisme, dans lequel j'ai failli dire, pour déjà commettre un mauvais premier jeu de mots, qu'il est immergé depuis maintenant des dizaines d'années, et qu'il ne soit pas question de voisinage entre Spa et Chaudfontaine cet après-midi. Monsieur Bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, chers vous tous en vos titres et qualités. Il m'est particulièrement agréable d'être parmi vous en cette belle ville de Spa pour participer à votre colloque international baptisé le Café de l'Europe, surnom donné à votre ville par l'empereur Joseph II. Je voudrais avant toute chose vous demander de bien vouloir excuser mon fils, le docteur Laballu, qui est vice-président de la Fédération thermale de Belgique, qui aurait beaucoup aimé être parmi vous ce jour, mais qui, retenu par d'autres obligations, a dû décliner, et je vous demande encore de vouloir bien l'en excuser. Récemment, mes chers amis, mesdames, messieurs, dans l'excellente revue de la presse périodique et dans une autre, le Traveling News, j'écrivais ce qui suit, concernant Spa. Spa, 3 lettres évocatrices. S comme santé, P comme prospérité, A comme amour. Spa la jolie, perle des Ardennes, une agréable petite ville sur laquelle veille depuis 32 années déjà le patron, un patron qui sait ce qu'il veut, un vrai chef. Mais qui est-il, ce papy des meilleurs du pays? Il est né la même année et le même jour que moi. Il gère sa commune en bon père de famille. C'est un gestionnaire hors du commun. Il est à la base de la revitalisation de sa ville. Et je tenais en ce début de colloque international à lui rendre un hommage tout particulier, sans oublier toutes les équipes qui œuvrent autour de lui. Et je pense bien entendu à Charles Gardier, que vous avez entendu il y a quelques instants, et fin du tourisme, à Jean-Jacques Bloumert, le président de cet office, à Félix Perrin, qui a été le grand directeur des thermes de Spa, à Hugues le Suisse, Séverine Philippin, Isabelle Grégoire, et mes amis naturellement, Guy Lemaire, que je connais depuis tant d'années, et José Clossen, qui fut le directeur général de l'Office de promotion du tourisme en Belgique. J'ai aussi un souvenir ému pour Georges Barzin et Jean, son cousin, ainsi que pour Jacques Houillon, un trio de personnes qui, à leur époque, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour défendre et promouvoir leur cité. Mesdames et messieurs, chers amis, vous entretenir des thermalismes en Belgique m'est particulièrement agréable. Le thermalisme est vieux comme le monde. Depuis la plus haute antiquité, les vertus des eaux ont toujours gardé la confiance des hommes. Et les sources thermales se sont toujours imposées grâce à leur caractère et à leurs propriétés. Jadis comme aujourd'hui, l'eau n'est-elle pas source de vie, source de santé, source de bien-être?
Notre pays, la Belgique, possède 2 stations thermales reconnues, toutes 2 situées en Wallonie, Chaudfontaine et Spa, distantes l'une et l'autre de 25 kilomètres, proches de Liège, la cité ardente, et à un peu plus de 100 kilomètres de Bruxelles, la capitale de l'Europe. Toutes 2 apparaissent dans tout leur rayonnement, avec leurs hôtels, leurs casinos, leurs restaurants, leurs promenades et leurs animations. Belle aventure que ces 2 cités qui connurent des périodes de forte prospérité. Spa attira des têtes couronnées et fut si célèbre que son nom mérita d'être adjoint à toutes les stations thermales du monde entier. Aujourd'hui, des petits trains baladeurs attendent leurs voyageurs pour les conduire aux fontaines si joliment rénovées, le Tonnelet, Barissard, Sauvenière et Géronster. Ils conduisent aussi vers Balmoral, le lac de Warfaz et tant d'autres lieux agréables. Au cœur de cet ensemble exceptionnel, les sources jaillissent et les ruisseaux chantent. Chaudfontaine, à 4 lieues et demie de Spa, comme le soulignaient les jolies gravures de l'époque, connut aussi la célébrité. Qui ne connaît en effet l'Ivoyette di Chaudfontaine? Ce délicieux voyage en barque à fond plat, piquant tableau tout imprégné de couleurs locales, excellent opéra comique wallon, où vivent, respirent et éclatent les vieilles mœurs populaires du pays de Liège. Avec sa source chaude, Chaudfontaine, où souffle toujours l'esprit de Victor Hugo, a beaucoup à offrir à ses visiteurs. Selon le goût des uns et des autres, ils pourront y découvrir les 7 merveilles, témoins des richesses de son passé. Chèvremont, Beaufay, Hambourg, Ninane, Mehagne et Vaux sous Chèvremont, les fraîches sapinières de Romsey, Western City, Fort Aventure, les belles fontaines, la fontaine d'amour et j'en passe. Sans oublier Soursorama, le centre de la découverte de l'eau thermale. Spa comme Chaudfontaine doivent leur renommer à leurs eaux. À Spa, l'eau qui filtre à travers des massifs rocheux avoisinants se charge en éléments minéraux qui lui donnent ses propriétés aux vertus curatives si recherchées. À Chaudfontaine, la nature a construit un gisement tout à fait différent. L'eau s'infiltre dans un plissement calcaire pour atteindre une profondeur de 1500-1600 mètres où règne une température de 52 à 55 degrés. Le cheminement et la filtration de l'eau dans le sol prennent une 60aine d'années et celle-ci émerge à une température de plus ou moins 36 degrés. C'est donc une eau équilibrée et idéalement protégée, un véritable présent de la nature. À Spa comme à Chaudfontaine, les eaux sont embouteillées et distribuées dans le pays et à l'étranger par 2 sociétés commerciales, Spa Monopole et Chaudfontaine Source. Dans nos 2 cités, ces eaux précieuses sont aussi utilisées pour le bien-être et la purification des corps, mais aussi pour leur beauté. Depuis quelques années, que ce soit au cœur de la Violette des stations thermales, surnom gentiment donné à Chaudfontaine par Victor Hugo, ou au cœur de la Perle des Ardennes, le nouveau thermalisme, le thermalisme New Look est arrivé. À l'aube du 3e millénaire, Spa a accueilli un nouveau complexe, harmonisé de gracieuses courbes et de lumière, implanté sur les collines d'Annette et Lubin, tandis que Chaudfontaine a choisi un château du XVIIIe siècle pour y loger ses nouveaux thermes. D'un côté comme de l'autre, l'eau est devenue l'intime amie du corps et de sa beauté. Quoi de mieux que de se laisser choyer dans des atmosphères sereines et raffinées, de confier son stress à ces soins relaxants prodigués des 2 côtés par un personnel compétent. Bienheureux sont nos 2 cités qui possèdent des sources. L'eau n'est-elle pas l'intime amie du corps et de la beauté? Et comme mon ami Charles Gardier le disait tout à l'heure, pourquoi l'eau de Spa était bonne, eh bien moi un jour à une conférence de presse, j'ai dit que Chaudfontaine, elle était bonne pour l'amour, il suffit de la boire et d'y croire. Je terminerai sur cette note sympathique. Voici, mesdames, messieurs, chers amis, brièvement dressé à votre attention l'état des lieux du thermalisme en Belgique, un thermalisme qui, depuis ces dernières années, a subi une véritable cure de jouvence. Je vous remercie de votre attention. Merci à Charles Labalue, acceptons-en l'augure, hein, comme
il vient de nous le dire. Je cède maintenant la parole à un interlocuteur que la plupart d'entre vous, d'où qu'ils viennent, connaissent bien. C'est ce que j'appelle un interlocuteur transversal, puisque Éric Philippard est chef d'unité, adjoint à la Commission européenne, à la DG Entreprise et Industrie. C'est donc un interlocuteur, je dirais, récurrent pour vous tous. Monsieur Philippard, vous êtes le bienvenu. Merci. Les organisateurs m'ont demandé de traiter de deux sujets, les perspectives en matière de tourisme culturel et les perspectives en matière de financement européen. Je serai très bref sur le premier point, puisque je pense que c'est le deuxième point sur lequel j'ai le plus de choses intéressantes à dire et sur lequel je serai le plus original. Sur les perspectives du tourisme culturel. Tous les ans, la Commission européenne fait un eurobaromètre sur les préférences des Européens en matière de tourisme. On leur demande simplement où ils ont été, s'ils sont partis en vacances, où ils ont été au cours de l'année écoulée et pourquoi ils sont partis à cet endroit-là et s'ils y retourneraient. Et la deuxième partie du questionnaire porte sur leurs intentions. Donc c'est un outil pour les opérateurs du marché. Quelles sont vos intentions pour 2014 ? Et quand on regarde les intentions, les raisons de prendre les choix en matière de vacances, le tourisme culturel se retrouve comme dans 40% des cas. Donc 40% de gens prenant des vacances le font pour consommer des produits de tourisme culturel. Alors c'est une évolution qui va dans le bon sens pour vous, parce que on voit que ces 40% deviennent 50, 60, 70%, 70% en fonction des tranches d'âge. Et avec l'arrivée des baby boomers en tant que gros consommateurs de tourisme, la part du tourisme culturel a tendance à augmenter et continuera à augmenter dans les 10 ou 15, 20 ans qui viennent. Alors, l'autre aspect des perspectives dans le tourisme culturel, il y a le thermalisme. Alors, le thermalisme, on va en parler aujourd'hui. Le thermalisme est affecté, c'est un produit touristique particulier, il est affecté par des phénomènes de mode. Il y a un repositionnement du thermalisme en Europe qui est clair, vous venez d'en parler, où on passe de l'image du thermalisme, qui est une image un peu vieillotte, de j'ai une maladie horrible et je vais aller en cure, et puis j'espère que je pourrai me remontrer en maillot bientôt, où on passe de cette image-là à l'image de le marketing est un marketing qui a été très efficace. Quand on voit les chiffres du thermalisme, ils sont en croissance, car on a un changement de cible des personnes malades vers les personnes en bonne santé, ou qui veulent se projeter comme en bonne santé, en disant vous êtes encore en bonne santé, et grâce au thermalisme, vous allez le rester. Et on voit des gens qui sont en forme, qui sont bronzés, qui sont en peignoir de bain, et qui aussi, c'est l'idée du pampering, l'idée de se faire du bien tant qu'on est là, et c'est quelque chose qui fonctionne bien, et qui fonctionne bien avec les baby boomers. Donc, à la fois sur le tourisme culturel et sur le thermalisme, vous êtes bien positionné sur base de ce que nous disent. On est en train de monter un observatoire européen du tourisme, et donc on a une série d'analyses de marché qui sont très claires de ce point de vue-là. Alors, au niveau européen, le thermalisme, c'est quelque chose qui, comment dirais-je ça, je vais froisser personne parce que je suis ici parce que vous représentez une association qui a su faire de quelque chose qui n'est pas commun mais qui est répandu, qui a su faire de quelque chose de répandu quelque chose d'exceptionnel, voire d'unique. Le thermalisme, quand on va par exemple, quand on regarde les projets qui sont rentrés par des pays comme la Hongrie, comme la Roumanie, etc., nous avons des dizaines de projets qui nous demandent des financements pour faire à chaque fois la même chose. Et leurs seuls arguments, c'est de dire nous sommes assis sur 35% des réserves d'eau thermale européennes. Vous n'attirez pas un touriste sur base du fait qu'il se trouve assis sur un gros matelas d'eau thermale plutôt qu'un petit matelas. Donc, on a un problème qui est un problème de rendre quelque chose de répandu, de faire de quelque chose de répandu quelque chose d'unique. Et là-dessus, l'idée de faire une association sur les villes thermales historiques, mais pas d'un point de vue vieillot en disant j'ai été à la mode un jour, mais comme on voit effectivement à Spa, sur d'autres destinations, il y a beaucoup d'innovation.
c'est un atout sur lequel la Commission européenne, l'Union européenne est prête à miser. Plusieurs financements européens ont déjà été donnés. Il s'agit chaque fois d'appels à proposition, donc je n'ai pas d'enveloppe à donner sur base de la sympathie ou de ce que je pense individuellement. Nous avons des comités d'évaluation, mais il y a une évaluation, il y a une évolution dans la façon dont nous attribuons ces financements. Cette évolution est la suivante. Quand nous voyons des projets où on nous dit j'ai de l'eau, j'ai du vin, et je connais d'autres personnes qui exploitent de l'eau et du vin, et on voudrait faire une route européenne. On leur dit l'addition d'histoire locale ne fait pas une histoire européenne. Où est votre histoire européenne? Ils ne vont nulle part. On a des gens qui ont une histoire européenne, qui ont un personnage qui a voyagé, mais ils n'ont pas fait d'analyse de marché. Ils sont incapables de nous montrer dans leur offre, dans leur proposition, que il y a une demande qui existe, qui pourrait augmenter, il pourrait attirer plus de gens. Donc, l'absence d'analyse de marché est généralement un péché capital pour obtenir des fonds européens. Ensuite, quand on a une vraie histoire européenne, quand on a une analyse de marché, le problème suivant, c'est l'absence d'un business plan. Ce sont généralement des gens qui sont passionnés par un morceau d'architecture dans leur région, dans leur ville, mais qui sont des volontaires passionnés, mais qui n'ont pas les moyens de s'adjoindre des services de professionnels ou qui n'ont jamais travaillé dans le secteur du tourisme. Et ça, c'est un problème. Ils ne peuvent pas nous expliquer ce qui se passera au moment où le financement européen va s'arrêter. Donc, c'est l'idée de l'équilibrage des comptes. Alors, ce qui est clair du point de vue de la Commission européenne, c'est que on se trouve sur le tourisme culturel. On ne parle pas d'Ibiza, on ne parle pas de produits Club Méditerranée. Le marché s'occupe de tout ça. Il n'y a pas besoin de fonds publics pour développer ce type de tourisme. Ici, le tourisme culturel est particulier. Ici, on parle d'une route européenne des villes thermales. On parle des cafés de l'Europe. On raconte une histoire européenne. On parle aussi des valeurs. Donc là, les autorités publiques sont légitimes dans le financement public, mais le financement public, nos budgets ont été, pas dans le cas du tourisme, pas dans le cas du tourisme culturel, ils ont été augmentés, mais dans bien des cas, les budgets publics ont été diminués. Donc, on demande maintenant à ceux qui sont des porteurs de projets d'arriver avec un plan, pas d'équilibrage des comptes sans financement public, mais de nous expliquer quels seront les revenus générés par cette activité. Et on s'attend à ce que 15, 20, 25% des revenus viennent du fait qu'on soit parvenu à vendre un produit. Donc, on n'est plus simplement à l'époque de la conservation du patrimoine, de la naphtaline et de beauté assoupie qu'on garde en l'état. Il faut montrer qu'on parvient à convaincre des gens de venir et de consommer. Donc, le business plan, comment est-ce qu'on génère des revenus, ça c'est devenu tout à fait indispensable. Et alors ensuite, on a le produit innovant. Et ici, on en a discuté hier, on est dans une approche qui est une approche cross-média, transmédia. On essaie d'intéresser de nouveaux publics en utilisant d'autres médias qui ne sont pas la brochure qu'on trouve à l'Office du tourisme. Mais l'Office du tourisme ici, on trouve d'autres choses. On peut télécharger une série de choses, des promenades. On a des applications qui vous permettent d'embarquer des produits. Tout ça, c'est une façon de construire un bon produit. Donc, pour les financements européens, il nous faut une histoire européenne qui n'est pas nécessairement une histoire des vainqueurs par rapport aux vaincus. Ça peut être une histoire à plusieurs points de vue. Donc, une histoire européenne. J'ai parlé hier soir avec les chefins de Spa du personnage de Pierre Legrand, qui fait un long voyage déguisé en officier de sa garde pour pouvoir observer une série de villes de la Ligue hanséatique. Il s'arrête aux Pays-Bas pour voir comment sont construits les bateaux les plus performants. Il vient jusqu'ici pour se soigner. Là, on a un public. Le problème, l'actualité politique entre la Russie et l'Ukraine fait que c'est pas peut-être un atout immédiat d'arriver avec un projet en disant nous allons séduire les Russes et amener plus de Russes par ici, mais généralement la diplomatie recommence avec le ping-pong et le tourisme. Donc l'idée de Pierre Legrand, son voyage, c'est une façon d'intéresser les Russes autour d'un personnage qui est un personnage fondateur de la modernité russe, et vous racontez une histoire européenne de quelqu'un qui veut mettre la Russie dans la modernité européenne et qui va à différents endroits européens pour voir et y trouver ce qu'il y a de mieux. Parfait, bonne histoire. Donc,
L'innovation, c'est vraiment tout ce qu'il vous faut et vous le faites déjà. Donc, je peux que vous encourager dans ce sens-là. Les appels à propositions. On aura 2 appels à propositions qui seront lancés le mois prochain, sans doute à la mi-juin. Vous utilisez Google, faites Commission européenne, appel à propositions tourisme, vous allez tomber dessus. Un de ces appels à propositions porte sur le tourisme culturel et sur le développement des routes culturelles européennes. Et c'est mon dernier point. Il ne faut pas. Donc, nous avons fait une évaluation de ce qui a été financé dans le passé. Et une série de projets n'ont mené à rien parce qu'ils partaient de zéro. Alors, bon, quand on est dans un cycle économique haut, qu'on a beaucoup d'argent, on donne des financements à des projets qui sont très exploratoires, en disant, je pense que j'ai une idée, donnez-moi de l'argent, on va discuter, on va faire des missions exploratoires, etc. La probabilité d'être financé sur ces choses très préliminaires est proche de zéro aujourd'hui. Donc, vous avez un produit, ce qui a fonctionné dans les années précédentes, vous avez un produit qui fonctionne bien, ce qui est plus facilement financé que d'autres projets, c'est de rajouter un élément à un projet qui marche déjà. Vous avez des choses à montrer. Ce qui fonctionne, c'est de dire, je veux faire un effort sur l'accessibilité de ce produit pour les personnes à mobilité réduite. Je veux permettre sur des routes qui sont des itinéraires, non, de dédoubler, c'est un exemple que j'ai pris hier aussi, de dédoubler, par exemple, Saint-Jacques-de-Compostelle, la Via Francigena. Nous sommes intervenus parce que ce sont des pèlerins, des gens qui aiment la marche, qui aiment pas nécessairement, qui sont pas nécessairement des catholiques, mais qui veulent se retrouver, ont une démarche spirituelle et qui marchent. L'association européenne Eurovélo est venue en nous proposant de faire un travail pour dédoubler cette marche d'une série de pistes cyclables, de signalement. Un produit qui fonctionne déjà, une autre façon de le consommer. La tendance sera de mettre l'argent là où les gens ont déjà fait leurs preuves. Donc, je peux vous encourager à penser à ce prochain appel à proposition qui devrait être lancé à la mi-juin et de continuer à travailler sur vos forces. Et maintenant, je me tais et j'écoute ce que vous avez à dire sur c'est le deuxième café de l'Europe? Cinquième. Vous voyez, j'ai été invité aux 4 premiers et Spa, finalement, les agendas se sont rencontrés. Merci de votre invitation, merci de votre attention. Je dois encore vous signaler que normalement, le mois prochain, nous sortirons aussi un guide sur les sources de financement européens pour le secteur du tourisme. Où vous n'aurez plus à consulter la documentation pléthorique sur les 15 programmes qui pourraient potentiellement financer l'un ou l'autre aspect de vos projets. Donc vous aurez un guide en plus à la suite de cette intervention. Eh bien, merci à Éric Philippard, non seulement d'être venu, mais de nous avoir apporté ces informations claires, pratiques et je me permettrai de dire à votre place, me semble-t-il plutôt encourageantes dans une perspective dynamique d'avenir. C'est pourtant vers le passé que nous allons maintenant nous tourner, histoire, je dirais, de remettre cet après-midi en contexte historique. Vous l'avez vu, le premier thème aborde l'histoire et le développement du tourisme. Nous en aborderons 3 autres cet après-midi. Thermalisme, santé et bien-être. Et après la pause, car il y aura une pause, je rassure certains et certaines d'entre vous qui s'en étaient inquiétés tout à l'heure, nous serons peut-être encore plus concrets en nous intéressant au profil du consommateur de services touristiques et à la qualité dans le tourisme, qui est une notion qui non seulement n'a pas disparu, mais je dirais même se renforce de plus en plus.